Bonjour à toutes et à tous, bonne année, bonne santé. J'espère vraiment que vous avez pu passer les fêtes avec vos proches, avec vos amis, que vous avez pu fêter le passage à l'année 2022 comme il se doit. Et je pense que sur ma chaîne, je me devais de faire un petit récap de 2021. Énormément de choses se sont passées, ça a été très très vite, on se rend même pas compte, mais des fois on reparle de certaines choses, on se dit que c'était il y a quelques années alors que pas du tout, c'était il y a seulement quelques mois. Il est important pour savoir où l'on va, de se rappeler d'où l'on vient, ne serait-ce que pour tirer des lignes fuyantes et avoir une petite idée de ce qui pourrait nous arriver en 2022, les grosses échéances et les choses que l'on attend réellement de ce marché. Pourquoi pas de la variation de ses prix, mais surtout se souvenir des gros moments qui ont marqué les temps forts de 2021 afin d'avoir une petite idée de ce qui peut nous surprendre en 2022. Et évidemment, cette vidéo est un récapitulatif de ce qui s'est passé cette année, mais c'est une liste non exhaustive des actualités. Je ne peux absolument pas tout couvrir, il y aura certainement quelques oublis. N'hésitez pas à le faire remarquer en commentaire. Les commentaires les plus pertinents, je les ferai remonter, je les épinglerai afin que tout le monde puisse les lire et complémenter encore plus ce sujet. Croyez-moi, il s'en est passé des choses à débriefer en 2021. En attendant et en une ligne, vous allez vous rendre compte que 2021 a été de très loin l'année où le monde des crypto-monnaies a accéléré le plus fort et où le nombre de personnes qui s'intéressent à cette technologie n'a jamais autant augmenté. Le récap des crypto-monnaies 2021, c'est tout de suite. L'année commence timidement avec un Bitcoin qui touche pour la première fois les 30 000 $, un record absolu. Une limite qu'il ne retouchera plus, du moins à la baisse. Bitcoin restera toujours au-dessus de ces 30 000 $ durant toute l'année 2021, si ce n'est fin janvier ou fin juillet où il va venir jouer avec cette limite. En attendant, Bitcoin passe ce nouveau record qui marque le début de cette nouvelle année 2021. Un simple petit clin d'œil, le 8 janvier, c'est BFM Business qui décide de lancer sa rubrique Les pros des cryptos tous les vendredis à 16h35 dont je fais partie. Je voulais marquer ça là parce qu'au début je pensais vraiment que ce serait une initiative éphémère et aujourd'hui ça va faire plus d'un an qu'on se retrouve tous les vendredis sur cette émission. Cela va de pair naturellement avec la médiatisation et l'intérêt grandissant pour les crypto-monnaies des différentes chaînes d'investissement et business. Le début de février est marqué par un coup de tonnerre. Tesla remet un rapport à la Security Exchange Commission et annonce avoir acheté 1,5 milliard de dollars de Bitcoin. Le marché s'enflamme instantanément et Bitcoin passe de 38 000 $ à 46 000 $ en quelques heures. Le 20 février, Bitcoin tapera même les 56 000 $, apportant la parité entre le Bitcoin et un lingot d'or. Ils avaient à ce moment-là exactement le même prix. C'est également à ce moment que l'Ether touche pour la première fois les 2000 $ et que l'intégralité de toutes les crypto-monnaies, ce que l'on appelle la Global Market Capitalisation, touche pour la première fois les 1000 milliards de dollars. Et à ce moment-là, il y a un écosystème qui commence à faire parler de lui, il s'agit de Binance Smart Chain. En fait, ce qui s'est passé, c'est que l'Ether, bien que prenant énormément de valeur, devenait très cher à utiliser, notamment pour les petits porteurs qui devaient payer d'énormes frais de transaction. Binance a saisi la tangente, a lancé la Binance Smart Chain, la BSC, et s'est vu héliporter littéralement à la 3e place de CoinMarketCap. BNB devenant la 3e crypto-monnaie ayant le plus de valeur de l'écosystème. Principalement poussé par PancakeSwap, qui fut l'une des premières grosses plateformes de finances décentralisées et toujours la plus connue sur la Binance Smart Chain. En mars, le Bitcoin tape les 60 000 $. Et Tesla, qui avait déjà annoncé avoir acheté du Bitcoin, accepte désormais le Bitcoin comme moyen de paiement. Les gens peuvent acheter des voitures en utilisant leur Bitcoin. Crypto.com commence à travailler avec Visa et on a même PayPal qui lance la réception et l'envoi de crypto-monnaies aux États-Unis, principalement le Bitcoin, l'Ether et le Litecoin, directement depuis la plateforme PayPal. Mais c'est pas tout. Là, c'est vraiment le gros coup et l'accélération de la tendance des NFT. Les NFT, qui sont des non-fungible tokens, comme je vous l'explique dans la vidéo que j'ai fait précédemment sur ma chaîne, commencent à être en tendance. Tout ça accéléré par le NFT de la société Sorare, qui propose des cartes de jeux de joueurs de football, 290 000 $ pour Cristiano Ronaldo. Ainsi, le premier tweet de l'histoire de l'humanité a été mis sous forme de NFT et a été vendu 800 000 $. Et à ce moment-là, Beeple, qui est un artiste qui réalisait déjà des œuvres numériques, vend une œuvre pour un prix record de 69 millions de $. Oui, une œuvre numérique, un NFT. En avril, la course continue. Coinbase
rentre en bourse au Nasdaq. J'ai également fait une vidéo sur le sujet parce que c'était bien plus qu'une société qui rentrait en bourse. C'était une société qui représentait l'écosystème crypto et c'était la première structure à le faire. C'était un listing, donc une IPO d'une ampleur comme le Nasdaq n'avait pas connu depuis le lancement de Facebook à l'époque en bourse. À ce moment-là, Coinbase est l'application la plus téléchargée des États-Unis, bien devant TikTok, YouTube et Facebook. Le Dogecoin, poussé par une tendance communautaire, notamment la même communauté de Reddit qui avait investi pour aider la société GameStop en bourse, commence à soutenir très lourdement le Dogecoin et son prix explose. Juste pour faire un petit parallèle, à ce moment-là, le 12 avril 2021, je compte 100 000 personnes qui me suivent sur Twitter et 300 000, un peu moins de 300 000 qui me suivent sur ma chaîne YouTube. On est aujourd'hui un peu plus de 7 mois plus tard, je compte 240 000 personnes sur Twitter et 460 000 sur YouTube. Juste pour vous donner un ordre d'idée de l'intérêt grandissant pour Monsieur Tout-le-Monde vers les crypto-monnaies et cette technologie. Au passage, merci à tous. Le mois de mai commençait bien. Le Dogecoin touche un tout nouveau record, 65 $, à tel point que j'en ai fait une vidéo pour expliquer l'histoire derrière ce joke, puisque Dogecoin est une blague, mais également l'Ether qui touche pour la première fois et qui bat donc son ATH de 4000 $. Mais ça n'a pas duré très longtemps, puisque mi-mai, c'est la correction, Bitcoin prend une claque sévère. Cette claque propulse Bitcoin de 60 000 $ à moins de 35 000 $ en quelques jours. Tesla, pour des raisons écologiques, suspend le paiement et n'accepte plus les Bitcoins contre l'achat de voitures en disant devoir faire des recherches, bien qu'ils vont revenir sur leur décision plus tard. À ce moment-là, le mood n'est pas bon du tout. Certains parlent déjà de crash, d'effondrement, de la fin de ce fameux bull run, le fait que les crypto-monnaies vont arrêter de s'envoler. Alors que d'autres préfèrent dire que ce n'est en réalité qu'un simple pas en arrière, reculer pour mieux sauter. Petite news qui nous concerne, notre société Just Mining obtient le PSAN, l'enregistrement en tant que prestataire de services d'actifs numériques vis-à-vis de l'AMF à ce moment-là, puisqu'on est mi-mai, et on devient donc la première société régulée à proposer des services sur les masternodes, le stacking et toutes ces solutions d'investissement crypto. C'est une toute petite news à l'échelle de l'écosystème français, mais c'est pour nous la grosse news qui vient nous charger de motivation pour la deuxième partie de cette année 2021. Fin mai, c'est la Chine qui annonce interdire le minage de crypto-monnaies. Toutes les personnes qui ont des mineurs de branchés en Chine se doivent de trouver un nouvel endroit pour faire tourner leur machine de minage et donc trouver un nouveau poste d'alimentation en électricité. À ce moment-là, la difficulté, c'est-à-dire le nombre de personnes qui sécurisent le réseau Bitcoin, s'effondre. 2 fois moins de personnes. On est passé de 26 à 13 en moins d'un mois. 2 fois moins de mineurs étaient sur le réseau. Naturellement, les gens débranchaient leurs mineurs, certains essayaient de les revendre, d'autres passaient de l'autre côté de l'océan pour essayer de faire tourner leur machine dans un pays plus accueillant. La Chine étant le pays des plus grands mineurs du monde, perd donc sa place de leader, principalement capté par le Texas qui a su saisir la tendance et proposer des solutions à un prix d'électricité abordable aux mineurs qui, mine de rien, avaient besoin de se domicilier pour pouvoir continuer leur activité de mining. À ce moment-là, ça rapporte 2 fois plus de Bitcoin, d'un point de vue quantitatif, de miner. Les personnes qui étaient en Europe, qui avaient déjà un mineur qui fonctionnait à ce moment-là, étaient réellement bien loties. Ça a affecté également la difficulté de mining de plein d'autres crypto-monnaies comme l'Ether. Même s'il y a eu beaucoup de mauvaises nouvelles au mois de mai, une bonne nouvelle, c'est la finance décentralisée qui commence à exploser. 150 milliards de volume pour la finance décentralisée. Ça paraît peu quand on regarde les volumes des échangeurs centralisés sur la même période, mais dites-vous bien que c'est 3 fois plus qu'en janvier 2021, alors qu'on n'est que quelques mois plus tard. Et si on compare janvier 2021 à janvier 2020, un an encore auparavant, autant dire que les volumes de la finance décentralisée en janvier 2020 étaient quasiment non significatifs, pour ne pas dire inexistants. La finance décentralisée commence réellement, notamment grâce aux technologies moins chères qu'Ether, et donc plus apportables pour Monsieur Tout-le-Monde, à générer un vrai flux et un vrai intérêt auprès de la communauté crypto. Juin 2021 maintenant, plein milieu de cette année que nous venons de terminer. Un vote est fait au Salvador, et le Bitcoin va devenir monnaie officielle dans ce pays. C'est un gros message envoyé à la communauté car c'est le premier pays au monde faisant de Bitcoin une monnaie officielle, une monnaie qui ne peut pas être refusée dans un commerce, dans un bar ou dans un restaurant. C'est un moment qui a marqué le monde de la crypto-monnaie et qui va faire parler de lui à l'avenir parce que beaucoup de gens prennent le pari qu'il y aura dans les mois, voire années à venir, d'autres pays qui feront la même démarche. C'est également à ce moment-là que Ledger devient la 15e licorne française en réalisant une levée de fonds qui les valorise à 1,5 milliard de dollars. Pour ceux qui ne le savent pas, une licorne est une société qui vaut plus d'1 milliard. Ledger devient donc la première société crypto dans ce top des licornes françaises. Juin se termine par RR Crypto, une association française d'ailleurs
une association, c'est assez fou, qui perd plusieurs dizaines de millions d'euros qui appartenaient à ses clients. Pour l'instant, on n'a pas les fins mots de l'histoire. En juillet, le marché a chaud, vraiment très chaud. C'est d'ailleurs le moment où le prix du Bitcoin se rapproche des 30 000 $, dangereusement, point qu'il n'avait pas touché depuis début janvier 2021. À ce moment-là, la confiance ne règne pas forcément sur les marchés. Malgré tout, quelques bonnes nouvelles. Le réseau de paiement Mastercard, l'un des plus gros réseaux de paiement au monde avec Visa, intègre l'USDC dans son système et dans son réseau de paiement. En plus, il participe à une levée de fonds, la levée de fonds du cabinet bien connu Consensus, qui est l'un des plus gros cabinets de conseil et de développement de projets blockchain au monde. Le mois de juillet est marqué par la sortie du white paper du yuan numérique, donc la crypto-monnaie chinoise, qui se veut être la première CBDC, donc la crypto-monnaie de banque centrale. Ça va accélérer la réflexion de différents États et pays, comme par exemple l'Union européenne, qui commence à avancer de plus en plus fort sur son fameux euro numérique. Encore une fois, ce sera une crypto-monnaie bien différente du Bitcoin dans ses valeurs, dans ses fondements. Je rappelle que la blockchain n'est qu'une technologie et que c'est ce qu'on en fait qui définit un bon ou un mauvais usage. En tout cas, c'est vraiment la Chine qui a pris les devants en proposant directement les fondements même de sa crypto-monnaie, puisque ce sera le yuan numérique. En août, il ne s'est pas passé grand-chose, si ce n'est que le Bitcoin, pendant tout le mois, a retravaillé certains niveaux et est remonté à 50 000 $, faisant de fin août une fin d'été beaucoup plus intéressante que ce qui s'était passé pendant les temps chauds. Mais on a également Lionel Messi qui quitte Barcelone pour rejoindre le Paris Saint-Germain. Si je vous parle de ça, c'est parce qu'une grosse partie de sa prime a été versée en PSG Coin, le token du Paris Saint-Germain, dans son fameux Welcome Pack. Certains diront que c'est pour des raisons fiscales, d'autres simplement parce que c'était possible et que le joueur s'intéressait à la crypto-monnaie. Quoi qu'il en soit, ça fait énormément de bruit et depuis, Messi a prêté son nom à différentes initiatives dans les NFT, donc il doit de près ou de loin s'intéresser à l'écosystème crypto. Et ça fait parler. En septembre, ça y est, on repart de plus belle. Le Bitcoin est enfin une monnaie officielle au Salvador. Ça rentre en vigueur et là, ça fait énormément de bruit. Les NFT explosent plus que jamais. On dépasse les 3 milliards de dollars de NFT vendus, soit 10 fois plus que 6 mois auparavant. C'est la folie et vient avec ses rêves et avec ses gains financiers de nombreux artistes qui ne connaissaient pas la blockchain et qui arrivent avec leur communauté dans cet écosystème, obligeant un très grand nombre de personnes à télécharger le tout premier portefeuille crypto de leur vie et à l'utiliser pour la première fois. Twitter propose désormais les dons en Bitcoin, Mastercard rachète carrément CipherTrace, une société qui permet de suivre les transactions blockchain et crypto, notamment vérifier l'origine des fonds, pour pourquoi pas proposer à l'avenir des solutions à tous ses clients, ce qui arrivera quelques mois plus tard. Au mois d'octobre, Bitcoin atteint un nouvel ATH puisqu'il rebondit en fonction des plateformes entre 65 à 68 000 $ par unité. Le Shiba Coin, lui aussi, blague inspirée du Dogecoin, réalise une très grosse performance et fait plus de x10 en moins de 30 jours. Je sais vraiment pas si c'était pertinent de le mettre dans ce récap, mais globalement, beaucoup de personnes de la communauté en avaient à ce moment-là et ont gagné beaucoup d'argent. Alors je me suis dit que même si les valeurs derrière sont peut-être un petit peu discutables, on devait parler de ce fait marquant qui représente bien la prise de valeur folle qu'avaient certains projets, sérieux ou non, de l'écosystème dans cette période. La DeFi explose avec une TVL, donc un montant loqué dans la finance décentralisée à plus de 230 milliards de dollars. Toute cette tendance et cette bonne humeur portée par la Security Exchange Commission qui a accepté pour la toute première fois un ETF basé sur le Bitcoin. Pour les plus débutants, un produit financier traditionnel structuré autour du Bitcoin, permettant ainsi à plein d'entreprises institutionnelles qui n'osaient pas faire le pas d'investir directement sur Bitcoin. Et c'est à ce moment-là qu'un deuxième grand coup de feu part. J'ai fait une vidéo dessus, vous l'avez peut-être déjà vu. Sorare réalise une levée de fonds à 680 millions de dollars, faisant d'eux la deuxième licorne crypto de la France et surtout atteignant une valorisation à 4,3 milliards de dollars. C'est très clairement la plus grosse licorne française à ce moment-là et c'est une levée de fonds historique pour le monde de la start-up française. Dans le même mois, Sam Bankman-Fried, le créateur de la plateforme d'échange FTX, qui est également derrière la société d'investissement Alameda Research, qui sont au cœur même de la création de l'écosystème Solana, devient le deuxième homme de moins de 30 ans le plus riche de l'histoire de l'humanité. Je pose ça là. Visa continue à montrer son intérêt dans le monde des crypto-monnaies, peut-être un peu sous pression à cause des avancées fulgurantes de Mastercard, et annonce à ce moment-là acheter un NFT, un CryptoPunk, un peu comme pour dire « Bonjour, je dépense 150 000 € pour que vous vous rappeliez que moi aussi, je suis dans le game ». Pour ceux que ça intéresse, il y a également eu le rapport de CryptoCheck,
une petite étude qu'on a fait avec plusieurs milliers de membres de la communauté en leur posant plein de questions pour avoir des statistiques et avoir une réponse un peu plus précise sur les médias qu'ils consultaient, sur leurs sources d'information, leurs crypto-monnaies préférées, le profil d'âge, le profil d'investisseur, le profil d'études. Si ça vous intéresse, vous la trouverez dans la description. Ça donne une belle overview avec beaucoup d'illustrations de l'écosystème crypto à ce moment-là. Bien que ce ne soit que quelques milliers de personnes, donc c'est pas totalement représentatif, ça apporte certaines réflexions très intéressantes sur la maturité de l'écosystème crypto en France. Novembre est marqué par l'explosion des blockchains d'infrastructure. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, quand on crée une crypto-monnaie, on va pas forcément recréer une blockchain. On va utiliser une blockchain existante pour créer sa crypto. L'une des plus connues, c'est évidemment Ether, mais Ether étant devenu peu scalable avec de gros frais de transaction, beaucoup de nouveaux projets se disant innovants ont voulu proposer des blockchains plus rapides, moins coûteuses, où on pouvait faire passer beaucoup plus de transactions par seconde sans pour autant payer une fortune à chaque signature avec son portefeuille crypto. Évidemment, faire de la finance décentralisée, c'est très intéressant, mais quand on paye 75 € pour échanger 150 €, on se dit, il y a peut-être un problème entre ce que j'échange et les frais que je paye. C'était donc le moment parfait pour plein de blockchains d'infrastructure de se lancer et de réellement accélérer, et c'est à ce moment-là qu'on a vu un maximum de jetons représentant des blockchains d'infrastructure toucher leur ATH, c'est-à-dire la plus haute valeur qu'ils n'avaient jamais atteint. C'est le cas dans l'ordre de Polkadot, Solana, Avalanche et Elrond le même jour, le 22 novembre, et énormément d'autres projets qui ont été valorisés, notamment le BNB, l'Atom, le Cardano et plein d'autres blockchains qui se veulent être ou devenir des blockchains d'infrastructure. À ce moment-là, la plupart des crypto-monnaies sont au top de leur valeur et l'intégralité de la valorisation du marché des crypto-monnaies touche alors les 3000 milliards de dollars, soit 3 fois plus qu'en février. Le Salvador annonce une Bitcoin City, une ville qui tournera autour du monde du Bitcoin et où tout se fera autour de cette fameuse crypto-monnaie. Bitcoin réalise une mise à jour très discrète, mais qui est la plus grosse mise à jour réalisée sur le réseau Bitcoin depuis 2017. Il s'agit de la mise à jour Taproot, qui se verra avoir un petit sujet sur ma chaîne dans les mois qui viennent. Facebook en profite pour devenir Meta, ce qui accélère encore plus le monde des métavers, le monde des play to earn, c'est-à-dire les jeux où on joue et où l'on peut gagner des NFT que l'on peut revendre et donc jouer pour gagner, le play to earn, et ça va accélérer encore plus une tendance déjà très rapide qui est celle des NFT et de tous ces jeux basés sur la blockchain. En décembre, tous les rapports sont unanimes. Pro, particuliers, institutions financières, de plus en plus de personnes s'intéressent aux crypto-monnaies, que ce soit pour leur usage, leur technologie ou même la spéculation, tout s'accélère très fortement. La régulation, elle, a un peu de mal à suivre. Les premières bases ont été passées en 2017, d'autres compléments sont arrivés notamment en Europe en 2018 et 2019, mais pour l'instant, beaucoup de gens ont l'impression que la régulation n'est pas assez rapide et ont peur de deux choses, qu'elle veuille rattraper le coup en 2022 en proposant un cadre très rapide mais donc beaucoup trop brut, ne permettant pas à l'écosystème crypto et à la finance décentralisée de se développer correctement. À ce moment-là, Visa lance son service de conseil en crypto-monnaie. Jack Dorsey annonce quitter Twitter, c'est son fondateur, pour se concentrer sur ces sociétés dans la crypto-monnaie. Adidas et Nike commencent à se prononcer très fortement dans le monde des NFT, notamment Nike qui rachète Artefact pour faire des sneakers virtuels, peut-être un jour portés par des mannequins dans des défilés de réalité virtuelle, et Adidas achète carrément un NFT, Bored Ape, accélérant ainsi la valorisation de ces différents NFT qu'on a pu retrouver en images de profil dans les semaines qui viennent sur le compte d'Omar Sy, de Post Malone ou encore de Stephen Curry. Ça a touché une grosse partie de l'écosystème qui s'intéressait aux crypto-monnaies et ça a fait beaucoup de bruit à ce moment-là. Le 25 décembre, c'est l'écosystème Luna basé sur la technologie Tendermint. Pour ceux qui connaissent, Tendermint, ça a été lancé au début par le projet Atom. Luna atteint les 100 $, faisant de l'écosystème et de la valorisation de l'écosystème Terra Luna un plus gros écosystème que la Binance Smart Chain, qui avait été l'une des premières à accélérer très fortement cette tendance d'autres blockchains d'infrastructure et d'autres écosystèmes proposant de la DeFi, du lending, du borrowing et tout plein de solutions de finances décentralisées. Le 29 décembre, et on arrive au bout, la Corée du Sud, pour la toute première fois, annonce que ses utilisateurs ne pourront plus retirer de la crypto-monnaie d'un compte centralisé vers un compte décentralisé, donc une adresse Ledger par exemple ou une adresse MetaMask, si on n'a pas déjà lié cette adresse à une identité bel et bien connue. Peut-être un début de réflexion pour beaucoup de régulateurs qui pourraient freiner trop violemment, sans doute, le développement de la finance décentralisée en 2022. Ça reste à suivre, pour l'instant, c'est en Corée du Sud seulement, et ce n'est que le début.
Les amis, c'était une année folle qui a beaucoup bougé. On pourrait la récapituler en 5 points si on veut vraiment avoir un zoom global. Le premier point que j'ai étudié, c'est vraiment le fait que ça y est, avant on pensait qu'il allait y avoir une ou deux grosses blockchains. Maintenant on a compris qu'il y aurait plein de blockchains d'infrastructure. On est dans une phase de proof of concept. Tout le monde propose sa techno, essaye de montrer qu'elle est plus rapide, plus performante, plus sécurisée. Il y a des essais, il faut que jeunesse se fasse, il y a des erreurs, mais c'est ce qui fait qu'on commence à avoir des grosses technologies qui sont adoptées et plein d'écosystèmes qui se développent et qui, s'ils ne les proposent pas déjà, vont proposer des solutions couvrant les NFT, la DeFi et tout ce que les gens viennent chercher dans la blockchain et dans les crypto-monnaies finalement dans un premier temps, mais surtout proposant un modèle scalable qui pourra un jour être utilisé par le plus grand nombre. En attendant, là où on se demandait quelle sera la blockchain qui triomphera il y a quelques années, aujourd'hui je pense que c'est très clair, l'avenir sera interopérable, des blockchains qui communiquent entre elles. Énormément de projets se sont développés cette année sur le concept de bridge, donc permettant de faire passer une crypto-monnaie d'une blockchain à une autre, qui permettra donc à l'utilisateur d'utiliser la blockchain qu'il préfère, tout en utilisant les crypto-monnaies dont il a besoin. L'interopérabilité, ou du moins les solutions cross-chain qui vont sur toutes les blockchains, sont très clairement la base de ce qui sera l'avenir de la technologie que nous connaissons aujourd'hui. La DeFi, les NFT et le Metaverse sont en tendance absolue. Faites donc attention, il y a beaucoup d'argent à se faire, il y a plein de choses qui montent et qui peuvent prendre beaucoup de valeur rapidement, mais comme c'est un effet de mode, bien que les technologies sous-jacentes soient très intéressantes et soient une part importante de notre avenir, j'en suis presque sûr, sur du court terme, vigilance, il va y avoir des effets de mode et donc des pump and dump, des prix qui montent très haut et qui redescendent très fort. La régulation va arriver en force tôt ou tard et va cadrer plein de choses, notamment les NFT, parce qu'il y a des gens qui vendent des milliers, voire dizaines, voire centaines de milliers d'euros de NFT sans entreprise, sans aucune licence et sans vraiment stratégie. Et ça va, je pense, très rapidement être cadré. Rappelez-vous que globalement, quelle que soit la méthode et le produit que vous proposez, ce qui intéresse le régulateur, c'est de cadrer dès qu'il y a un certain volume financier. Les NFT sont arrivés très vite et ont très rapidement atteint de très gros volumes, donc ce sera cadré assez rapidement, je le pense. Les institutions, plus que jamais, s'intéressent au monde de la blockchain et les crypto-monnaies, ainsi que les grosses entreprises. On l'a vu du coup, ce fameux Facebook qui devient Meta et qui essaye de se faire sa place dans le monde de l'écosystème crypto depuis très longtemps. On a l'écosystème du paiement, Visa et Mastercard qui font le bras de fer des géants et qui avancent, ainsi que PayPal qui propose des solutions. PayPal qui avait déjà annoncé la révolution de la monnaie numérique dans les années 2000 quand ils ont proposé leur toute première solution de paiement en ligne. C'est quand même PayPal qui se tourne vers la crypto-monnaie, c'est très symbolique. Mais en plus de ça, les GAFAM, les Big Four, les grosses entreprises de ce monde qui commencent à tisser des partenariats un peu partout, comme par exemple le cabinet Deloitte qui vient d'annoncer son partenariat avec Avalanche, ou encore PwC qui commence à acheter des landes, donc des terrains dans le métavers. Bref, ça va très très vite. Et c'est en train d'accélérer, notamment du côté des grandes entreprises et des institutions. Pour finir, le minage qui a eu un gros coup de frein, en tout cas pour certains, avec l'interdiction de la Chine, qui a redistribué les mineurs de Bitcoin un petit peu partout à travers le monde et qui commence à poser certaines questions, notamment au Texas où il y a eu une grosse captation de plein de mineurs qui sont venus consommer de l'électricité et il y a eu un espèce de courant de FUD, donc c'est plus, on va dire, des mauvaises paroles qui sont communiquées, disant qu'il se pourrait bien que si l'hiver soit très froid, on ait un problème d'approvisionnement pour les citoyens au Texas. Globalement, la plupart des mineurs que j'ai interrogés me disent que c'est des bêtises et que d'ailleurs c'est écrit sur les contrats. Si à un moment on a besoin de l'électricité pour les citoyens, c'est eux qui peuvent préempter sur les charges électriques. Et surtout, les mineurs se sont installés dans des zones où il y avait de l'électricité qui n'était pas exploitée. Malgré tout, on aura le fin mot de l'histoire puisque Consensus, un événement blockchain où je participais chaque année à New York avant la période Covid, aura lieu normalement, encore une fois modulo Covid, au Texas cette année à Austin. Je vous emmène avec moi dans mon sac et dans cet objectif de caméra. On parlera également du mineur et pourquoi pas on visitera une ferme dans cette année 2022. Je voulais juste terminer sur un petit point, la société MicroStrategy cette année, qui non seulement a donné l'idée à Tesla d'acheter du Bitcoin et donc toutes les recherches qu'il y a eu derrière, son CEO Michael Saylor qui annonce sur les réseaux sociaux dès que le Bitcoin baisse en racheter encore et encore. Fort de ses convictions, il n'a pas bougé sa position. Aujourd'hui, MicroStrategy a acheté 122 000 Bitcoin. Je vous laisse faire le calcul dans votre coin. D'ailleurs, si vous achetez de l'action MicroStrategy en bourse, autant vous dire qu'à 80%, vous achetez du Bitcoin. Les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je me suis dit que c'était cool en 20-25 minutes d'essayer de faire un petit récap de tout ce qui a compté parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont arrivées très vite, on prend pas le temps de le digérer et je me dis mais ça devient impossible si quelqu'un arrive dans l'écosystème de rattraper 2-3 ans de ce qui se passe. Donc je pense que c'est important de temps en temps de faire des gros points, des grosses news. Quand il y a des actualités qui envoient un message fort, j'ai par exemple fait la couverture de Coinbase quand ils sont rentrés en bourse,
parce que c'était plus qu'une entrée en bourse, c'était un message très fort envoyé à l'écosystème général. En début 2022, et j'espère vraiment que vous allez avoir une année de succès et je vous souhaite toute la bienveillance du monde, je vais commencer cette année notamment avec la deuxième semaine de janvier en remettant en ligne des tutos pour les débutants. En effet, mes vidéos acheter ses premiers bitcoins, les échanger, les sécuriser datent d'il y a plus de 3 ans. Je dois également penser aux débutants qui, pour beaucoup, découvrent les crypto-monnaies à travers ma chaîne et je dois leur proposer un contenu plus à jour parce que 2019, ça commence à faire loin finalement. Comme quoi le temps passe vite, surtout sur cette chaîne qui parle que de crypto-monnaie et qui a vu cet écosystème exploser dans les précédents mois. Je sais que ça va pas faire énormément de vues, mais il faut également qu'on pense à tout le monde, notamment les plus débutants. Et à l'inverse, je sais que les plus débutants tirent un petit peu la tête quand je fais des vidéos un peu plus techniques. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait cette année. Le lending, donc le prêt, les emprunts de crypto-monnaie, les assurances décentralisées, parce que vous pouvez vous assurer, mais vous pouvez vous aussi être l'assureur et donc gagner, les échangeurs décentralisés, le liquidity providing notamment, plein de choses un petit peu plus tech, mais qui pour moi sont importantes. On doit proposer du contenu pour tout le monde et donc penser aux plus experts, aux plus débutants et essayer d'avoir une ligne de conduite plutôt cohérente. Et surtout, mettre à jour ces bases qui sont consultées encore et encore aujourd'hui par les nouveaux arrivants que nous étions il y a quelques mois ou quelques années pour certains d'entre nous. C'était Asher, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous n'êtes pas abonné, vous avez le droit de le faire, c'est toujours gratuit. Ça vous rendra plus heureux, ça a été démontré par plusieurs études, je vous promets. Et surtout, je serai toujours actif en 2022. Que le Bitcoin saigne et s'enfonce dans les néants de CoinMarketCap ou qu'il explose pour aller atteindre de nouveaux records, je serai là pour débriefer, essayer de vous permettre de prendre un petit peu de recul et surtout de réfléchir tous ensemble à certaines révolutions qui sont en train de se faire et qui sont portées par la techno blockchain et par les différentes crypto-monnaies, mais aussi et surtout par les valeurs que Bitcoin a introduites à cet écosystème. C'était Owen, merci à tous pour le temps que vous m'avez consacré et on se retrouve la semaine prochaine dans une prochaine vidéo. Au revoir.